Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Nous sommes toujours en compagnie de notre héros, Nicolas Brouk, fondateur de la fondation E2C, Ensemble en chemin, et de l'association The Synergist. Il s'agit d'une série spéciale car le 4e épisode sera relayé du 15 au 21 mars par le Podcaston, un événement caritatif qui permet à des milliers de podcasts du monde entier de promouvoir l'engagement associatif et caritatif. Pour le moment, je vous propose de continuer à découvrir l'histoire de Nicolas. Bonjour Nicolas, nous nous retrouvons donc dans ce 2e épisode. Je rappelle que le premier nous a permis de faire connaissance avec ton capital identitaire en remontant un peu le temps. Et dans cette 2e partie, je te propose de continuer à remonter le temps en le suivant, puisque nous avons terminé avec une quête de sens, je crois, dans cet dernier épisode, dans le premier, et l'annonce d'un événement, d'une fêlure, d'un déclencheur qui t'a invité à changer d'angle de vue et à conscientiser en fait le cadre dans lequel tu vivais et où tu commençais déjà à te sentir à l'étroit pour décider ensuite d'en sortir. Donc pour toi, le déclic a été soudain. La vie a changé du jour au lendemain à la naissance d'Hugo qui est né avec une paralysie cérébrale. Tu es entré dans un parcours de transformation sans le vouloir, mais c'est souvent le cas des multipotentiels qui ont semé tous les petits cailloux avant. Et qui donc a eu un impact à la fois sur ton identité, bien sûr, mais surtout sur ton humanité, c'est-à-dire ce que tu as décidé ensuite de faire de cette fêlure. Le cœur qui était déjà bien ouvert a été là fortement touché et tu es allé encore une étape plus loin. Alors je vais oser te demander de te remettre un peu dans ce moment de ta vie pour nous partager d'abord tes ressentis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as réagi à cette terrible nouvelle quand même, dans un premier temps ? Ça va pas être facile, hein. Je vais essayer. Mais écoute, oui, donc j'ai 30 ans, je deviens papa et donc à la naissance, une naissance qui prend trop de temps, manque d'oxygène pour Hugo. Et donc, c'est un nourrisson. Donc, on est en néonatologie pendant 2 mois. Et on ne comprend pas grand-chose, en fait. Il y a des nouvelles chocs. Il y a une situation au choc. On apprend à gérer, mais il y a rien, en fait, de très factuel. Il pourrait développer ceci ou ne pas savoir faire cela. Donc, toutes sortes d'informations que je pense les médecins sont obligés de partager avec nous, mais qu'en même temps, eux, ils n'en savent rien de ce que Hugo pourra faire ou pas. Et donc, nous, petit à petit, alors on gère au jour le jour, en fait. Est-ce qu'il y a déjà des symptômes, des choses avec le bébé ? Non, ils ont des certitudes qu'il y aura des séquelles. Et alors, ils font toute une série de tests. Et c'est hallucinant parce que donc ils essayent de nous expliquer. Et donc, ils n'arrivent jamais à avoir de certitude. Donc, eux, ils arrivent à se former plus ou moins une idée. Ils savent qu'il y aura des séquelles. Mais je me souviendrai toujours, mon épouse aussi,
de tests de potentiel évoqué. Et donc, ils ont expliqué 100 fois ce que ça voulait dire ou pas. Et en fait, au bout du compte, c'est des indicateurs très larges qui, au bout du compte, ne veulent pas dire grand-chose. Et ils nous ont dit des choses, il y a plein de choses qui se sont avérées vraies. Là, maintenant, Hugo a 16 ans, d'autres qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et donc, on a appris vraiment à prendre la distance, en fait. Et donc ça va être un élément qui va, en tout cas de mon côté, rester très très fort. Je travaille avec les médecins en collaboration totale, ils ont un savoir incroyable, mais je ne prends pas pour acquis tout ce qu'ils disent. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va me guider dans les projets clés que je fais aujourd'hui. J'apprends, avant j'allais chez le médecin, il pouvait me dire ce qu'il voulait, je le croyais. Et puis je me suis rendu compte petit à petit, parce qu'en tant que parent, on prenait beaucoup d'initiatives, on essayait tout ce qu'on pouvait essayer. Quand les médecins ne savaient pas, on allait quand même voir si ce genre de traitement, ce genre de suivi pouvait être utile pour Hugo ou pas. Et donc, je me suis rendu compte à quel point les médecins se contredisaient. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à observer ça, du coup, j'ai commencé à aller chercher pourquoi ils se contredisaient, à pas prendre pour acquis ce que j'aurais jamais fait avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, de très important à faire. Et je pense que ça fait une très grosse différence pour Hugo aujourd'hui. Bien sûr. Et je pense que c'est vraiment pour tous les gens qui sont en charge de fait, leur propre santé ou de la santé de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vraiment très important de toujours aller chercher un second avis et ce genre de choses, parce que ça a été un apprentissage clé qui s'est fait à la dure pour nous. Parce qu'on nous disait, mais il y avait un des tests, par exemple, où c'était de faire suivre. Il y avait une boule rouge qu'on faisait, on voyait si son regard et sa tête arrivaient à suivre cette boule rouge. Et nous, on voyait qu'il bougeait la tête et tout ça. Et puis, donc, on était positif. Et puis, la dame qui faisait ce test, elle disait, oui, mais c'est pas parce qu'il bouge sa tête que ça veut dire qu'il voit. Et nous, on était là, mais. Parce que parfois, les nourrissons peuvent développer des compétences extraordinaires, mais ça veut pas dire qu'ils voient. Et donc, nous, on disait, oui, on comprend la logique, mais en même temps, il a l'air de voir là. Et donc, alors, merci pour les mauvaises nouvelles au lieu de regarder le positif. Mais je pense que dans la pratique, les médecins veulent vraiment, de leur point de vue, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, on doit les préparer à l'éventualité. Ouais. Sauf que ce qui est dans leur tête, ils savent que statistiquement, peut-être que c'est 0,1%. Nous, on entend 50%. C'est ça. Et donc, je pense que je pense pas nécessairement qu'il faut blâmer le médecin qui fait ça, mais il faut, je pense, apprendre à gérer ce genre d'informations comme elles viennent et pour ce qu'elles sont, et aussi à les challenger, parce que même si ça reste que des statistiques de toute manière. Donc voilà, ça c'était un apprentissage assez important. Mais donc on vit le handicap. En fait, on ne vit pas le handicap. On vit l'attente, parce que donc ce qui se passe, c'est est-ce que Hugo va s'asseoir assez vite, et donc il met, je ne sais plus combien, mais c'était beaucoup plus de temps que prévu pour ne serait-ce que s'asseoir et pouvoir se tenir debout, se retourner même avant ça sur son lit tout seul, et ainsi de suite. Donc ça, il y avait beaucoup de questions, et donc chaque étape en fait était une petite victoire. Bien sûr. Bien sûr, c'est beaucoup d'émotions, je le conçois. Ce sont évidemment des victoires, comme tu le dis, à chaque étape. Et ce qui me vient tout de suite, et ce que tu as certainement vécu et pu prendre un regard aussi de distance par rapport à ça, c'est qu'on est seul finalement. Les parents sont seuls. Ils se retrouvent un peu démunis. Dans un premier temps, on se dit, il y a une population médicale autour de nous qui va nous aider. Et puis, waouh, les déceptions de cette population médicale, même si, comme tu le dis, il y a des informations qui sont données, mais rien n'est clair. Et donc, de toute façon, in fine, ce sont bien les parents qui ont l'enfant. Et pour longtemps, et qui se demandent et qui passent justement par toutes ces peurs, j'imagine, ces extrapolations, avant de se dire ok, de toute façon, je l'accepte, et je dois moi-même finalement construire un chemin d'accompagnement. C'est ce qui me semble en tout cas être arrivé pour toi et la maman, bien sûr. Là, vous êtes deux autour d'un petit nourrisson.
qui n'a rien demandé et qui, juste avec son amour et l'amour parental, va bien au-delà de ce qui se passe. Mais on a tous évidemment envie que ça se passe bien pour notre enfant. Complètement. Et donc, tu as dit seul et démuni. Et donc, démuni, complètement vrai. Seul, pas. On est toujours dans notre cocon familial. On a des amis, dont des amis médecins très proches du cas d'Hugo, de par leur spécialisation. Et donc, on est en fait très entouré, mais toujours très démuni. Donc ça, on a cette chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde, Alors d'être ça, très entouré. tu as parfaitement raison. Et là, on retrouve tout ce que tu as dit dans le premier épisode. Hein, un entourage qui est aimant, qui est soutenant et ce collaboratif qu'on va retrouver partout dans ta signature par la suite et qui, dans cette étape cruciale, est très, très, très important. D'avoir un entourage qui prend finalement aussi un relais d'une société, hein, si je mets effectivement les sachants et la médecine et tout ce qui va dedans sous ce cadre de société, c'est bien la proximité qui va jouer un rôle de soutien majeur. Donc, dans ce contexte démuni, mais toujours très entouré, on avance étape par étape, et c'est quelque chose qui prend des années en fait. Et le handicap ne prend sa forme vraiment que vers 3-4 ans, quand il marche pas quand il devrait marcher, ce genre de choses. Et donc c'est là qu'on parle des écoles spécialisées. Et donc nous, alors c'est toujours dans notre absorption de ce que ça veut dire, c'est aussi étape par étape. Donc il y a une espèce d'information choc au début, mais l'expérimentation, la réalité du handicap, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus lent. Donc ça, c'est je veux dire, au moins 5-6 ans avant que je me dise, en fait, je commence à comprendre ce qui se passe. 5-6 ans. Donc ça, c'est vraiment long, mais j'expérimente pas comme très long parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas à ce moment-là. Par contre, il y a un moment où on se demande jusqu'où ça va. Et alors, alors là, j'ai tellement été dans mon cocon et tout ça que quand on doit changer vraiment tous les aspects de la vie pour entrer dans des contraintes médicales, support à la maison et ce genre de choses, là, c'est très contraignant. Alors ça fait partie effectivement des questions. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle, professionnelle, hein, pour pouvoir aménager finalement certainement beaucoup plus de temps que lorsque l'on a un enfant qui suit le flux classique, si je puis dire. Alors on a des façons différentes de réagir, Barbara, mon épouse et moi, par rapport à tout ça. Mais on a quand même des choses en commun dans le sens où on est très engagés dans ce qu'on fait. Donc on a tout géré. C'est pas comme si on avait tout plaqué pour... on a essayé de tout gérer plutôt que de laisser tomber certaines choses. Alors mon épouse a plus, elle, aménagé sa carrière pour être présente par rapport à Hugo. Donc ça a été une différence avec moi. Et donc moi, j'étais un peu au four et au moulin, en essayant d'être présent sur tous les fronts et en faisant un boulot du coup intermédiaire, on va dire, sur tous les fronts. Je pense pas que j'étais mauvais particulièrement, mais il y a toujours moyen de faire plus. Et donc j'ai aussi, dans cette période-là, commencé à accepter à faire moins, à gauche, à droite. Donc c'est quelque chose que ça, c'était nouveau pour moi aussi. Mais donc très régulièrement, donc ça, je pense, j'ai envie de dire que de mes 30 à 40 ans, c'était un peu il y avait la pénibilité à porter de tout en même temps, un gros stress financier. Je sais que c'est un des points que tu veux aborder. Comment quelle est la relation à l'argent et tout ça. Donc un gros stress financier parce qu'il y a tout ça à gérer. J'ai pas, pour moi, je suis pas du tout à plaindre, mais rien n'est assuré pour le long terme. Et alors, il y a les questions qui commencent à se poser. Donc, on avait, jeune couple, on avait acheté une maison, mais une maison bel étage avec des escaliers. Donc, ça faisait 3-4 ans qu'on était dedans et on savait déjà qu'on allait devoir changer. Avec,
pour des raisons pratiques difficiles à revendre. Donc, deuxième maison, toujours avec cette situation assez périlleuse, avec tout ce qu'on essayait de gérer en même temps. Je me mettais énormément de pression financière. Je réfléchissais à très long terme. Et donc, ça, c'était une période hyper stressante pour moi. Ça, je comprends. C'était... Ça prend du temps avant de lâcher prise aussi sur justement ces extrapolations, comme tu dis, de plans, hein, parce qu'on est formé à ça dans justement la société, l'université, le parcours de formation. Faites des plans, et comment vous allez gérer, comment vous allez développer votre vie sur un plan financier. Et jusque-là, en fait j'avais été l'inverse. plutôt dans l'entrepreneuriat et ce genre de choses. J'avais pas commencé à sécuriser quoi que ce soit pour le futur. Donc, en effet, si je reviens un peu en arrière, je me dis, c'est quand je coach dans mon équipe ou autour de moi, ou bêtement conseil, je dis autant laissez le temps au temps, parce qu'en fait, j'ai stressé beaucoup pour des choses qui allaient venir de toute manière, d'une façon ou d'une autre, et j'ai perdu de l'énergie à ça, clairement. Alors, tu as dit deux mots magiques, le temps et l'énergie. Effectivement, on a l'impression qu'il est nécessaire de maîtriser le temps. Et finalement, lorsqu'on maîtrise le temps, lorsqu'on essaye de le maîtriser, parce qu'on ne le maîtrise jamais, eh bien, c'est là qu'on perd son énergie. Alors que lorsqu'on est un petit peu plus dans le lâcher-prise et que l'on accepte que le temps se déroule, et que les choses prennent du temps, et que l'on pose finalement les sujets, que l'on accepte aussi d'en laisser sur le côté. Tu as dit, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai dû à un moment accepter d'en mettre de côté pour la première fois. Je ne pouvais plus tout faire. Eh bien, c'est encore un enseignement d'aller vers finalement le focus, vers ce qui est important dans notre vie, ce fameux sens. Et ça ne veut pas dire de laisser tomber. Je dis souvent que choisir, c'est séquencer. Ça n'est pas renoncer, parce que lorsqu'on a un esprit comme ça aussi vivant, les choses viennent les unes après les autres. Elles ne s'abandonnent pas, mais elles prennent du temps. Voilà, de l'énergie, car l'énergie, il en faut évidemment pour pouvoir dépasser et agir sur une situation et un défi qui nous est donné. Donc beaucoup de travail et d'énergie à ce moment-là pour essayer de rester à flot. Ça, c'était vraiment l'impression que j'avais, hein. Je coulais en permanence. Ouais, Donc ça, c'était c'est 30 à 40 ans, c'est vraiment ça mon histoire. Donc, alors, il n'y a pas grand-chose qui paraissait, je pense, à part des moments peut-être plus spécifiques de crise sur certains aspects de santé, ce genre de choses, mais je pense pas que les gens se rendaient toujours compte de ça, mais c'était ma réalité. Et comme pour continuer le portrait du multipotentiel qui a le cœur de plus en plus ouvert, il y a une forte humilité. Donc il n'y a pas non plus justement ce qu'on peut retrouver parfois chez des personnes, une envie de partager, de se faire plaindre. Non, en fait, on assume ce qui nous arrive, et c'est simplement dans le cercle de proximité que les choses se disent plus facilement, et où l'on craque, si on peut dire comme ça, et que l'on reçoit le soutien. Mais l'idée est de justement continuer à avancer. Et ce que je dirais aussi par rapport à ce que tu nous livres, c'est peut-être la complémentarité aussi avec ton épouse, puisque c'est intéressant d'avoir justement une organisation qui permet d'un côté de consacrer le temps nécessaire à l'enfant, et de l'autre côté de pourvoir quand même aux nécessités du foyer. Complètement, et ce duo a très très bien marché toujours, avec cette capacité, à chaque fois qu'il y en a un qui a le genou à terre, l'autre qui pouvait Voilà. le relever. Voilà. Et ça, c'est quand même exemplaire. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. On voit beaucoup d'explosions dans les couples qui ont à faire face à ce genre de situation. Donc, c'est à nouveau une belle histoire. Et bravo à vous deux pour tout ça. Et cette gestion
de cette différence et surtout de gestion aussi de cette situation parce que chemin faisant, donc nous arrivons peu à peu à un Hugo qui va bientôt rentrer à l'école. Exactement. Donc il y a plusieurs choses qui se passent après qui vont devenir assez structurelles. Donc d'une part, en effet, Hugo va rentrer en école spécialisée. D'abord, c'est d'abord une crèche spécialisée, puis l'école primaire, et puis l'école secondaire qui viendra plus tard. D'ailleurs, on est allé contre l'avis des médecins sur quelle crèche choisir et ainsi de suite, pour après se rendre compte que quand on a enfin parlé aux médecins pourquoi on a trouvé que c'était une bonne idée, et en fait, après, les médecins ont envoyé leurs autres petits patients dans cette crèche. Donc c'est ce genre de dynamique où il faut se permettre en fait l'échange et partager notre expérience, que voilà, ils sont médecins mais ils sont pas conseillers en école ou en crèche non plus. Mais donc on a eu ce genre de dynamique assez intéressante. On décide aussi, c'est quelque chose qui est toujours ouvert aujourd'hui, 15 ans plus tard. Donc on décide, dans l'intérêt d'Hugo à long terme, dans cette idée de stress financier, de voir s'il y a un problème à la naissance, à charge du médecin ou de l'hôpital. Donc ça a été une grosse question pour nous, ça, parce que ni l'un ni l'autre n'avions besoin de dépenser de l'énergie négativement. Et donc, moi, c'était plutôt un non catégorique, dans le sens où j'avais envie on a quelque chose à construire, mettons l'énergie là-dedans. Je voyais le procès à la base comme la démarche juridique comme quelque chose de négatif. Et mon épouse aussi, avec la seule petite nuance que là, il y a quand même la notion de responsabilité pour une maman. Je comprends. Je vais prendre un petit peu le relais parce que c'est très, très intéressant ce que tu viens de dire. On a deux attitudes possibles par rapport à une injustice, hein, quelque chose qui, là, je le qualifie effectivement d'injustice, si tant est qu'il y ait effectivement une responsabilité, qu'il faut la prouver, enfin voilà. Et il y a un choix, soit on mobilise son énergie pour aller contre cette injustice, se faire réparer, obtenir réparation peut-être, parce que le chemin, il est effectivement, comme tu dis, 15 ans plus tard, il est encore ouvert. Et c'est quelque chose qui est très long, fastidieux et qui n'a pas de certitude, parce qu'on est face à un système, et donc qui se protège forcément aussi. Ou alors, et il y a beaucoup d'exemples, d'autres exemples, mais qui montrent que ces énergies de combat, finalement, vident complètement les personnes qui en sont victimes. Et de l'autre côté, il y a l'énergie positive de se dire, OK, c'est certainement injuste, il y a certainement une responsabilité, j'hérite d'une situation, mais si je mets toute mon énergie dans le bénéficiaire de la situation, et là c'est l'enfant, au lieu de le mettre dans le système qui a peut-être créé cette situation, eh bien là évidemment il y a un champ de bonheur rentable qui s'ouvre, et je crois que c'est ce choix que vous avez fait en plus à deux. Donc effectivement on a le choix de repartir avec une énergie positive de construction du sens de l'expérience que l'on a vécue, et on s'aperçoit que cette énergie positive, elle crée du bonheur rentable pour soi et pour les autres, plutôt que rester dans l'énergie du combat que l'on trouve un peu partout dans la société. Si on n'avait pas d'énergie de combat, la justice serait un peu moins engorgée, le monde aurait un petit peu moins de guerre, tout ça serait bien plus équilibré. Malheureusement, le bien et le mal font partie de la planète, font partie des hommes, font partie de caractère humain. C'est un choix que l'on fait, de rester sur la partie positive de l'iceberg ou bien d'aller vers le négatif.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ça ce qui se passe donc au moment du choix. Donc on avait tous les deux une réaction un peu allergique à cette énergie de combat qu'on allait peut-être devoir mettre. Et puis un de mes amis médecins, en fait, le fait qu'il soit médecin avec vraiment, parce que le processus veut qu'on attaque un médecin, ce qui n'était pas notre volonté. Un individu en plus, ouais. Il voulait qu'on attaque un médecin parce qu'il fallait prouver qu'il fasse une erreur, qu'il ait fait une erreur. Et donc, un ami médecin m'a dit, mais c'est pas pour toi que tu fais ça, c'est pour Hugo et son avenir. Et alors l'autre chose, c'est aussi qu'on avait autour de nous des gens qui expérimentaient eux le handicap dans des phases beaucoup plus tard dans la vie du porteur du handicap, et que financièrement, surtout quand les parents partent, c'est excessivement cher, impayable pour une personne lambda. Et donc là, ça contribuait au stress dont je parlais. Le stress financier, c'est pas seulement vivre ma vie, hein, c'est assumer la vie de quelqu'un d'autre pour plus longtemps après. Donc ça, c'était des deux éléments qui fait. Allons voir s'il y a une erreur médicale, parce que c'était pas du tout sûr. Il y a des gens qui disaient quand même c'est pas normal la manière dont ça s'est passé, mais il y avait à part une très légère suspicion, allons voir. Et puis quand on regarde dans ce dossier, les experts regardent les uns après les autres et ainsi de suite, et il y a toute une machine juridique qui se met en place, avec des choses très bien, des choses beaucoup moins bien. Et donc, que ce soit le collège d'experts neutre nommé par le juge, le tribunal en première instance ou le tribunal parce que évidemment les assurances font appel. Et donc, ça fait 15 ans qu'on est dedans, mais on a toujours raison sur le fait, on nous a donné raison sur le fait qu'il y avait une erreur dans la pratique à la base. On a aussi, nous, dans le processus, pu passer le médecin en question, en fait. On lui a pardonné dans le sens où on a bien vu qu'il s'en voulait, qu'il était loin d'être à l'aise. Mais par contre, il y a tout autour de lui, il n'y a plus aucune décision dans sa main. Et donc autour de lui, c'est les assurances qui pilotent, c'est les avocats des assurances qui pilotent. Et là, on est dans une toxicité, et là, on est au combat. Il n'y a pas d'honnêteté. Tous les coups sont permis. Et ça, c'est quelque chose que je retiens pour la suite. Dans les choses que je vais changer, et notamment les gens qui décident. Donc le médecin en question, il a toute une carrière, et apparemment, il aurait que cette erreur-là sur l'ensemble de sa carrière. Et donc voilà, pas de chance que ce soit sur nous, mais c'est une erreur, ça arrive. Les autres qui sont sciemment en train c'est de l'acharnement juridique pour mettre un terme un peu pratique dessus, mais c'est d'une toxicité énorme, et l'impact dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a la période maintenant, mais on n'a toujours pas de décision pour le futur d'Hugo. Ça, c'est intolérable. Ça, c'est d'un choix de leur part, et ils vivent là-dessus, hein, tous sont payés par ça. Donc il y a un moment où eux, je les mettrais devant les faits. Donc on a un procès à terminer, mais eux, je ne les ai pas oubliés. Et donc il faudra un moment de façon plus générale, pour que d'autres parents par la suite n'aient pas vu ce qu'on a à vivre. Là, il y a un projet qui est déjà clairement dans ma tête, et quelque chose où... Alors là, c'est d'imposer ça aux gens, ça, je trouve ça intolérable. Tu as parfaitement raison, et bravo d'avoir mené de front, finalement, l'énergie négative du combat et l'énergie positive de la construction. Alors certes, probablement en déléguant à toutes tes propres assurances avocats, bien sûr, et bravo surtout aussi d'avoir pardonné à la personne, puisque ce que j'entends, c'est effectivement que le combat se mène contre une institution, contre un système, contre une société. Donc c'est certainement à force aussi de mener, c'est toujours comme ça, ces combats, que les choses finissent par changer. Donc je te souhaite évidemment énormément de succès, et je ne peux pas penser que le succès ne soit pas là, vu tout ce que tu fais de positif à côté, et qu'il y ait effectivement, ce n'est pas une énergie de combat contre une personne, mais c'est une énergie de combat pour l'avenir d'Hugo. Et donc, puisqu'il y a du sens dans ce combat,
j'ose effectivement espérer que l'issue sera favorable. On y croit. Dia. Bien, oui, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on... J'ai fait un petit détour par ce procès, mais on parlait de l'école. Oui, on va y venir largement. Les fêlés de la lumière, tu peux me répéter? Ah, les fêlés laissent passer la lumière. Donc c'est pour ça effectivement que je m'y intéresse. Ils la laissent passer pour l'entrée et la sortir, évidemment, cette lumière. Et dans la préparation de cette discussion, tu as souvent utilisé cette phrase. Et donc moi, il y a ce moment ici où en fait cette image que tu utilises, en fait moi je pense que c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. En fait, quand je suis rentré en contact avec le monde du handicap, et donc faut vraiment comprendre à quel point quand on vit tous les jours et qu'on n'est pas dans le monde du handicap, en fait on est dans une bulle et qu'il y a une autre bulle qui existe, qui vit un peu en isolation aussi. Et donc moi je suis rentré en contact avec tout un secteur, toute une communauté, je parle de centaines de gens ici en Belgique, à Bruxelles, qui y sont confrontés au jour le jour, mais surtout qui s'y confrontent au jour le jour, avec une énergie et une dédication, en laissant tomber plein de choses, la vision de la réussite que j'avais avant tout ça. Je vois des gens qui ont pris une voie complètement différente et qui sont engagés quotidiens et qui assument toutes les conséquences de cet engagement. Et donc, voilà, c'est important pour eux, ils vivent leur truc et donc ils font pas ça par... c'est leur choix à tous. Mais cette abnégation, je découvre quelque chose de complètement nouveau à ce moment-là. Et donc là, c'est une lumière. C'est la lumière qui entre. Il y a une bulle autour de moi qui se fissure. Et là, c'est une lumière qui vient vers moi. C'est pas moi qui envoie la lumière du tout à ce moment-là. Mais il faut... C'est ça, les fêlés. Et la lumière, elle commence par entrer. Et le cœur est déjà ouvert dans la fêlure... des multipotentiels, ce que tu nous as partagé déjà. Mais elle vient être vraiment activée par la fêlure, par la blessure et par la conscience du monde dans lequel en fait tu vis et de l'existence d'autres, comme tu le décris, personnes qui sont engagées. Il y a effectivement du sens et tu n'es plus seul finalement dans ta différence. Et bien sûr, la lumière va ressortir si tu fais quelque chose de cette lumière qui est entrée. Et je crois que tu en as fait beaucoup de choses et qu'on va voir ça très vite dans un prochain épisode. À tout de suite. À tout de suite. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.